La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Nous avons souvent eu, dans le cadre de cette émission, l'occasion de parler de l'école québécoise. Quelle doit être sa mission? Comment doit-on enseigner? Que doit-on enseigner? Ces questions, nous nous les sommes posées parce que la société québécoise se les pose depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui, nous les reprendrons, mais de manière originale, en les posant directement à deux enseignants au secondaire qui sont au cœur du système scolaire, ou si on préfère, qui sont sur la première ligne de front des opérations. Je reçois pour en parler Laurent Sanson, enseignant en monde contemporain et éducation financière en 5e secondaire, histoire et géographie, si je ne me trompe pas aussi. Oui, voilà. Bonjour, donc c'est le domaine de l'univers social, on dit aujourd'hui. C'est comme ça qu'on dit, Voilà. Et Alexandre Dubé, enseignant en physique en 5e secondaire aussi et mathématiques de 4e secondaire. C'est exactement. Bien cela? Merci beaucoup. Alors, messieurs, merci infiniment d'être présents ici aujourd'hui. Je vous lancerai avec une question toute simple, me direz-vous, mais qui est évidemment très vaste. Si vous deviez, à partir de votre expérience d'enseignant, jeter un regard d'ensemble sur le monde de l'éducation tel que vous le voyez. Ensuite, on aura des questions infiniment plus précises, mais question d'ensemble d'abord. Votre jugement rapide ou votre appréciation globale du système d'éducation dans lequel nous évoluons, à quoi ressemblerait ce jugement? Laurent Sanson d'abord. Oui, voilà, merci. Bien, premièrement, bonjour et merci de l'invitation. Alors, le système d'éducation dans son ensemble, je dirais la chose suivante. C'est quelque chose de complexe avec toutes sortes de tendances. C'est un théâtre des opérations, pour reprendre une expression, qui est riche en expérience, tant pour les enfants qui y sont que pour les professionnels. Maintenant, depuis un certain nombre d'années, on voit des changements s'opérer. C'est d'ailleurs beaucoup dans le langage des acteurs du milieu, c'est-à-dire l'école doit changer. On entend souvent cette chose-là répétée un peu comme un mantra et j'en doute pas que, bon, on doit toujours améliorer nos pratiques, c'est vrai, mais reste qu'il y a aussi des choses qu'il faut garder, comme le dit l'expression, on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, reste qu'il y a des choses où on doit résister, qu'on doit garder et il y a des intervenants qui le font. Quand vous dites que vous entendez comme enseignant, l'école doit changer, qu'entendez-vous? Oui. Quel est le message qu'on vous lance comme enseignant? Quel message recevez-vous lorsque vous entendez ça? Ce qu'on faisait ou ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. OK? C'est comme ça que je le reçois. Ce que vous faites, c'est-à-dire une pédagogie plus classique? Oui, on peut le dire comme ça. Disons des cours magistraux avec des évaluations un peu plus classiques. On sent qu'il y a aujourd'hui une urgence, ou du moins, bon, c'est ce qu'on veut nous montrer, une urgence de changer nos pratiques. Bon, d'accord, je veux bien. Il y a des trucs, effectivement, je dois m'améliorer, je le conçois. Mais je pense quand même que les pratiques dites classiques sont appréciées encore aujourd'hui des élèves. Ça, c'est une autre chose qu'on dit. Les élèves ont changé. Donc, on entend beaucoup. Oui, on dit ce n'est plus le même public, ce ne sont plus les mêmes élèves, donc il faudrait changer, on entend souvent ça, complètement la manière de leur enseigner. Moi, je vois encore des êtres humains comme je l'étais quand moi j'étais sur les bancs d'école il y a une vingtaine d'années de cela. Et reste que ces gens-là carburent aux mêmes choses que les plus vieux, là. C'est les mêmes choses qui vont les émerveiller. Les passions vont s'éveiller de la même façon. Ces gens-là vont suivre le même leadership. Bref, je pense qu'on peut malgré tout s'y retrouver et on peut entrer en communion avec ces jeunes-là sans passer par divers moyens plus modernes. Alexandre Dubé, je vous pose la même question. Est-ce qu'on est en train, d'une certaine manière, de chercher à soumettre l'école à de nouvelles modes idéologiques qui vont à l'écart de l'expérience des enseignants? Pour répondre simplement, oui. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes, il y a plusieurs idéologies qui sont importantes, qu'on met de l'avant et je pense qu'il ne faut pas être nécessairement enseignant pour le concevoir. Récemment ou dans les dernières années, on a claironné que les technologies devaient prendre une part importante et que donc, comme mon collègue l'a mentionné, puisque les jeunes changeaient, puisque eux sont soumis à plein d'influences technologiques dans leur vie, eh bien, on doit enseigner avec ces outils-là absolument et nécessairement. Il y a ça. Il y a tout un phénomène aussi au niveau de l'individualisation des trajectoires. L'école est une institution qui est collective, qui a pour but de former un ensemble d'élèves, la jeune génération.
Maintenant, on le voit, et les élèves le voient, les parents le voient, même certains enseignants le voient comme une institution qui est individuelle, nécessairement. Donc, qui a pour but de former une personne à la fois en tenant compte de toutes ses particularités, de tous ses intérêts. Et là, il y a peut-être un danger possiblement avec ça. Aussi, on peut parler en lien avec ça, la médicalisation. Donc, ce sont des phénomènes qu'on a vus, et nous, sur la modeste grandeur de notre carrière, qui fait, pour ma part, une douzaine d'années, j'ai vu au départ de mon parcours en éducation, à peu près très, très peu d'élèves qu'on affublait là, de titres, donc dyslexiques, ou dysorthographiques, ou TDAH. Donc, c'était très, très peu présent quand j'ai commencé ma carrière, mais maintenant, c'est pas une majorité, mais c'est beaucoup plus présent, ça prend une place prépondérante, et l'action scolaire des enseignants et de la direction et des intervenants doit être menée en fonction de tout ça, et non pas à l'extérieur de ça. Donc, tout est focalisé sur des choses qui ne sont pas nécessairement du ressort de l'enseignant, mais donc des technologies, des diagnostics. Et il y a beaucoup de ces effets-là qui ont contribué en quelque sorte à diminuer, j'oserais dire, l'importance et la prévalence de l'enseignant dans le parcours éducatif de l'élève. Vous dites une chose absolument essentielle. La Fédération autonome de l'enseignement, notamment, nous dit souvent qu'aujourd'hui, avec l'intégration à répétition des cas problématiques, pour le dire ainsi, des élèves à problème, à caractère particulier, à cheminement singulier dans les classes, il est de plus en plus difficile d'enseigner. C'est-à-dire que fondamentalement, on nous dira, dans cette classe, vous allez avoir le 2/3 des élèves qui sont, entre guillemets, normaux, mais vous en avez suffisamment qui exigent une attention si particulière que ça vous empêche finalement d'enseigner. Vous avez besoin de toute une armée de spécialistes d'une manière ou de l'autre, apparemment, pour être capable de faire votre travail. Est-ce qu'on a sapé les conditions de la transmission du savoir, des connaissances à l'école, avec cette intégration que certains disent massive d'étudiants à problème, ou cette médicalisation, pour reprendre vos mots, de certains problèmes d'apprentissage, de concentration, et ainsi de suite dans les classes? Est-ce qu'il est encore possible d'enseigner dans un tel contexte? La réponse, c'est oui. Et je pense que ce qu'on ne fait pas assez, et là, peut-être certains m'accuseront là, d'être rétrograde ou quoi que ce soit, c'est j'oserais pas dire de mettre les fondements scientifiques de ces diagnostics-là en doute, mais plutôt de travailler sur un autre aspect. Je vais m'exprimer ainsi sur la question. Quand on affuble un élève d'une étiquette, on dit « toi, tu es diagnostique », moi, je pense qu'on commet une erreur, en ce sens que on lui impose une limite à son potentiel. On vient lui intérioriser une limite à son potentiel en disant « voilà, toi, tu as un problème, par exemple, avec la lecture, tu es dyslexique, donc tu ne seras jamais capable, en quelque sorte, de transcender ta condition initiale. » Alors que c'est quoi l'acte d'enseigner? C'est fondamentalement ça. C'est de prendre un élève qui est à un point A et de lui dire, ben, écoute, mon cher ami, à force d'effort, avec mon aide, avec mes conseils, tu dépasseras ta condition. Et il n'y a pas de limite, dans le fond, à ce que tu peux atteindre. Je sais que c'est un peu idéaliste de penser comme ça, mais la limite, on ne doit pas te l'imposer au départ. Tu la verras bien, c'est quoi ta limite, au fil de ton parcours scolaire. Et pour moi, de travailler systématiquement dans un paradigme de médicalisation, c'est quelque chose qui est extrêmement paradoxal pour les enseignants et qui sape la prémisse humaniste de notre travail. Je vous repose une question sur ça et ensuite je vous redonne la parole. Laurent Sanson, donc selon vous, disons, on pourrait dire vous êtes là depuis une douzaine d'années, vous êtes comme enseignant. Il y a 12 ans, les élèves que vous aviez dans vos classes pouvaient avoir des problèmes qui sont ceux d'aujourd'hui, mais on ne les nommait pas à la manière de diagnostics médicaux, psychologiques qui justifient un traitement particulier. Ça demeurait des élèves qui pouvaient aller au-delà d'eux-mêmes sans les enfermer dans leurs conditions. C'est bien ce que je comprends? Absolument. Alors, Laurent Sanson, je vous pose la question par rapport aussi, qui a été évoquée, la question de la fameuse technologie. Une question, alors je me permets même de me mettre en avant un instant. J'ai commencé à enseigner à l'université en 2008. Je continue encore aujourd'hui, pas nécessairement à la même université. Pardon. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que la capacité de concentration des étudiants a tombé. En une dizaine d'années, l'invasion des écrans a fait en sorte que eux qui étaient capables de se concentrer davantage, de lire probablement, tout ça, j'ai eu l'impression, à ce moment d'assister à une forme de chute de cette capacité de concentration, qui est une forme de rééducation du cerveau et des modes d'apprentissage à cause de l'omniprésence de l'écran. Est-ce que vous avez cette impression, lorsque vous enseignez, d'être devant des gens qui
qui ont moins accès au mode traditionnel d'apprentissage parce que leur cerveau a été colonisé par le culte de l'écran. Ben, oui, OK, effectivement, on a vu ça à travers les années. Et c'est pour cette raison-là que, bon, les jeunes, on dit beaucoup, tu sais, qu'ils sont scotchés à leur téléphone ou à leur dispositif informatique. Ce qui est vrai, mais reste qu'on doit travailler afin de développer des moments où là, ils sont pleinement attentifs et qu'il y a quelque chose qui se passe. Personnellement, dans ma pratique enseignante, là, c'est les moments que j'apprécie le plus. C'est lorsque je réussis à faire une construction qui amène un moment du cours où là, tout le monde écoute, l'ambiance est palpable, puis là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est possible malgré tout. Il y a une part de théâtre dans ce que vous dites. Oui, on peut dire que toute pédagogie est un peu théâtrale à certains égards. Oui, on peut dire ça comme ça, dans la mesure où, oui, je crois, disons, être un personnage, mais bon, il n'y a pas de théâtre au sens où je joue des personnages. Non, je comprends bien. Vous devez mettre en scène votre enseignement d'une manière à capter l'imagination. Oui, c'est ça. Donc, je vais pas, oui, on peut dire pousser loin, ou je vais exacerber certains traits, mais de cette façon-là, ça fonctionne, ça va les chercher. Et d'ailleurs, j'oserais dire que ce sont ces moments de cours que les élèves apprécient le plus. Ce ne sont pas les moments où ils doivent faire une activité, disons, ludifiée avec un dispositif informatique. Une activité ludifiée? Oui, ben, aujourd'hui, en éducation, il y a cette chose-là. C'est-à-dire que la ludification, donc apprendre via le jeu, le plaisir. Et puis, je dis pas que ça peut pas arriver. Je pense que dans la vie, oui, on apprend via le jeu, mais aussi via, là, je vais paraître intense, mais la souffrance, ou du moins l'effort à travers une situation problématique dont on est sorti. Et on ne doit pas perdre de vue cette chose-là. Et bref, là où je voulais en venir, c'est les élèves, malgré tout, sentent que c'est un travail scolaire qu'ils doivent faire avec le dispositif informatique en question. Et à ce moment-là, on a toujours le même problème de motivation, peut-être que l'on croyait régler en amenant certains trucs. Ceci dit, il est vrai, comme disait Alexandre, on doit enseigner avec ces dispositifs-là. C'est vrai que c'est dans leur vie quotidienne, c'est sur le marché du travail, et on doit les utiliser justement dans un but de, disons, je vais dire ça même, de travail, là. Mais reste que c'est possible, oui, de les amener à des moments où ils apprennent, j'oserais dire, de façon classique. Est-ce que c'est moins longtemps qu'avant, moins souvent qu'avant? Peut-être, mais c'est possible, et on n'a pas le choix d'y travailler. Et les commentaires que j'entends de la part des élèves sont très positifs. On vit des beaux moments, c'est le fun. Alexandre Dubé. Et j'ajouterais là-dessus, je lisais récemment le livre d'un chercheur canadien en neurosciences, en neuroplasticité, Norman Doidge, The Brain That Changes Itself. Vous pardonnerez mon anglais, c'est le livre en langue originale. Et il s'est intéressé à plein de sujets, notamment comment éduquer des nouvelles capacités chez des gens qui avaient des déficiences neurologiques. Il en est venu à un constat là, parmi certaines des recherches. Apprendre, ça vient d'un moment où on a une pleine attention. On entend beaucoup là, dans le discours moderne, les jeunes, ils sont capables du multitâche, ils sont capables de porter leur attention sur plein de choses, peut-être bien, mais ils n'apprennent pas. Et ça prend des moments comme ceux-là, comme mon collègue mentionnait, plus classiques, où il y a une certaine forme de silence, d'atmosphère qui est faite pour que l'apprentissage ait lieu. Et ça peut pas se faire dans n'importe quelle condition. Et c'est pas seulement que les observations empiriques des vieux profs ou des profs conservateurs qui amèneraient ce constat-là. C'est des chercheurs en neurosciences qui amènent ces constats-là de par leurs expériences. Et donc, c'est un peu faux de dire, là, bon, on a plein d'outils, on a plein de technologies, les élèves apprennent différemment. D'ailleurs, c'est une phrase que notre ministre de l'Éducation écrit dans son livre à un moment donné. C'est faux. Ça prend des moments de concentration, ça prend des moments d'attention. Et les enseignants sont, entre autres, là pour générer ça dans leur classe et mettre les conditions propices à l'apprentissage. Alors, vous connaissez peut-être la philosophe Hannah Arendt, qui a écrit dans son livre « La crise de la culture » un très beau texte, « La crise de l'éducation », où elle cherchait à comprendre, on est dans un contexte de l'après-guerre, elle cherche à comprendre, autrement dit, quel est le propre d'une institution scolaire. Et la thèse d'Hannah Arendt est la suivante.
suivante. Il ne faut justement pas fondre l'école dans la société, mais la tenir à distance de la société, parce que c'est en étant à distance, justement, de l'actuel qui change toujours qu'elle est capable d'aller vers le fondamental. Ça nous amène vers la question, finalement, des classiques, des œuvres, du rapport à la lecture, à la littérature. Est-ce que vous adhérez à cette thèse arendtienne, d'une certaine manière, qui nous dit que l'école, justement, doit se tenir un peu à distance de l'actuel, des modes, des tendances sociales? Autrement dit, est-ce que l'école doit être, selon vous, un peu en retrait de la société ou doit y être plongée? Je vais me permettre de commencer sur cette question-là et j'enseigne des cours qui sont moins culturellement chargés que mon collègue, puisque j'enseigne les mathématiques et la science. Exact. Et on pourrait croire, donc, en ce sens-là, que, bon, justement, là, souvent, on va dire, ça, c'est vraiment utile, ces cours-là, puis voilà quelque chose qui est dans le progrès, dans la modernité. Juste pour le plaisir là, de montrer un peu, justement, l'importance d'une certaine forme de transmission, j'ai fait une recension des choses que j'enseigne dans le cours de physique. J'enseigne la réfraction de la lumière, donc qui a été découverte par un savant nommé Ibn Sal pas en 1900, plutôt en 983. La loi de la réfraction de la lumière, découverte par Descartes en 1621. Mécanique classique, Galilée, 1604. Newton, également mécanique classique, 1687. Donc, ce sont tous des gens qui ont vécu là, des centaines d'années d'ici. Et pourtant, le cours de 5e secondaire en physique est basé sur ce que ces gens-là ont fait. Donc, oui, c'est absolument fondamental. Souvent, on en parle beaucoup plus dans la littérature, tout ça, mais en sciences, on commence notre formation en sciences et en mathématiques par ça, par connaître ce que d'autres avant nous ont fait. Et j'avais à un moment donné une discussion avec des amis, un ami qui avait vu passer sur Facebook une image qui disait, bon, on sait bien à l'école, on enseigne aux élèves le théorème de Pythagore, mais on n'enseigne pas comment faire les rapports d'impôts. Ça n'a pas d'allure, les élèves ils sortent de l'école, ils savent rien d'important, rien d'utile. Eh bien, à celui-là, j'ai répondu, OK, peut-être bien, on n'enseigne pas les rapports d'impôts, sauf que les plus grands physiciens, les plus grands mathématiciens de ce monde ont tous un jour appris le théorème de Pythagore. Et cette base-là, cette charge-là historique des connaissances, elle est fondamentale si on veut aller plus loin. Donc, quand on dit est-ce que ces choses-là sont utiles d'apprendre des vieilles affaires, ben oui, parce qu'elles permettent ensuite d'aller plus loin. C'est la base pour aller plus loin, pour aller plus haut. Et ça sera ultimement vraiment utile pour les élèves. Laurent Sanson, vous êtes au cœur de la guerre culturelle, si je peux me permettre, c'est-à-dire, on le voit dans nos sociétés, pas seulement au Québec, en France, aux États-Unis, l'enseignement de l'histoire, par exemple, c'est le lieu d'un conflit idéologique, intellectuel, en différents... Pourquoi enseigne-t-on l'histoire? Comment la définit-on? Quel est le sujet de l'histoire? Est-ce que c'est un peuple, l'individu, des minorités, des processus sociaux? Est-ce qu'il est... lorsqu'on enseigne l'histoire aujourd'hui, d'une manière ou de l'autre, est-ce qu'il est possible justement de se mettre en retrait de ces conflits idéologiques ou est-ce qu'on y est plongé inévitablement? Je vais faire un parallèle avec tout le débat qu'il y a eu récemment sur le cours d'ECR. Bien sûr. Hein? Et c'est bien, ça doit arriver un tel débat, mais je trouve un peu particulier que les cours de sciences humaines, univers social, bon, c'est aujourd'hui, ça passe sous silence. Parce qu'effectivement, là aussi, les programmes, j'oserais dire, prennent position. OK? Je peux même donner des exemples. OK? Bon, le cours d'univers social en première et deuxième secondaire, donc au premier cycle du secondaire, là, il y a un cours de géographie. OK? Et l'ensemble des territoires, là, c'est comme les chapitres, on s'appelle des territoires, terminent sur un enjeu à l'échelle planétaire. Okay? Pas à l'échelle nationale, pas à l'échelle... Non. Voilà. Donc, je mets au défi quelqu'un de suivre ce cours-là et de trouver fondamentale la notion de frontière. Non. Le cours d'histoire, de géographie, première, deuxième secondaire, on pourrait croire que la finalité, en regardant là, comment il est construit, c'est d'amener à déconstruire l'idée de frontière. Okay? Donc ça, il y a quelque chose de fondamental. Et je vais même mettre en parallèle le cours d'histoire, parce que, bon, il y a moitié géo, moitié histoire. Le cours d'histoire, secondaire 1 et 2, là aussi, bon, il y a des gens qui ont dit, bon, ça laisse pas assez de place, disons, à l'apport de certaines minorités, d'accord, à l'histoire nationale. Bon, je comprends, mais reste que la finalité du cours, c'est la libération des minorités. C'est comme si toute l'histoire du monde, j'oserais dire, bon, va vers là. Ça, c'est une chose. L'autre chose étant, l'histoire, il y a comme un méchant dans l'histoire. Et c'est qui?
c'est l'Église catholique. Je vous mets au défi de trouver dans un manuel approuvé par le gouvernement quelque part où on va souligner des bons coups, disons. C'est tout le temps l'idée qu'on doit graduellement se libérer de son emprise. Donc, il y a clairement là une position, non seulement, je m'en allais dire politique, mais morale qui est prise, et c'est fondamental. Donc, mais votre question est fondamentale. En effet, je me permets de la tourner autrement aussi. Presque à la manière d'un souvenir d'enfance, mais on pourrait aller au-delà. Lorsqu'on est en histoire, en 1995 ou en 1994, l'histoire à laquelle on était invité à participer parce qu'on nous la raconte, c'est l'histoire du peuple québécois, l'histoire du Québec, avec ses grandeurs, ses misères, ses bons jours, ses mauvais jours. Est-ce que c'est encore, d'une manière ou de l'autre, l'histoire à laquelle les jeunes sont invités à s'identifier? Est-ce que le cours d'histoire qu'il a représenté, c'est un cours de l'histoire du peuple québécois qui les conduit au moment présent de l'histoire de ce peuple? Non. OK? De ma perception, non. Bon, c'est sûr que le cours change présentement, mais là, jusqu'à tout récemment... rapport Beauchemin... Oui, voilà. Le cours par thématique en 4e secondaire, c'est sûr que ça défaisait cette conception nationale de l'histoire. Alors, c'était plus des préoccupations, disons, quel terme utiliser, sociales, disons. Donc oui, les jeunes n'étaient pas amenés à voir ça comme ça. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que malgré tout, les cours sont donnés par des enseignants qui eux-mêmes vivent dans la culture ambiante. Alors, s'il est vrai que, Bernard Landry est déjà venu là faire une conférence à notre école et il avait dit je ne connais pas de profs d'histoire qui ne sont pas souverainistes. Moi, je lui dis, j'en connais beaucoup aujourd'hui. Okay? Donc, il y a quelque chose qui, même par les profs, la façon qu'ils vont donner cette chose-là, c'est différent. J'avais lu justement sur les réseaux sociaux l'historien Éric Bédard qui disait, à travers l'expérience de sa fille, que c'était beaucoup un cours de morale qui était donné. Oui. J'ai aussi beaucoup cette impression-là qu'il y a une forme de morale de notre passé, de flagellation, et cette chose-là a été intériorisée beaucoup par les jeunes qui, lorsque là, on emploie des termes comme défense de la langue française et tout ça, là, c'est perçu, il y a un malaise qui est créé. Alors, depuis que vous enseignez, vous l'avez toujours senti, ce malaise-là, ou c'est apparu plus récemment? La première fois que j'ai senti ça, je dirais que c'est aux alentours 2008-2010. Les premières années, moi j'ai commencé en 2003. Okay? D'accord. Et au début, c'était... comment je dirais? Je m'en allais dire à la blague, c'était 50-50 pour faire référence à un résultat référendaire, mais reste qu'aujourd'hui, au tournant des années 2010, il y a quelque chose qui s'est passé et aujourd'hui, les gens n'ont plus du tout ce cadre de référence-là. Les jeunes, c'est très rare. C'est très rare. Alors, je vous relance une question plus vaste sur le rapport enseignant-ministère. On dit souvent, vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux, que bien les enseignants regardent les innovations pédagogiques du ministère de l'Éducation en disant « Mais qu'est-ce qui se passe exactement au-dessus de nos têtes? » On dit quelquefois que de savants théoriciens de l'éducation, des pédagogues créateurs bien installés dans leur bureau réinventent l'école sans nécessairement savoir ce que veut dire enseigner. Est-ce que vous avez eu l'impression au fil de votre enseignement et même aujourd'hui d'une déconnexion entre le ministère et les écoles et l'expérience des enseignants? Absolument. Lorsque nous, on a vécu la réforme, c'était quoi? Entre 2005 et 2010, là, qu'au secondaire, ça, c'est arrivé. Donc, moi, je commençais ma carrière à ce moment-là et ça a été l'apprentissage d'un vocabulaire, beaucoup. Ah oui, tout le vocabulaire des sciences de l'éducation. Absolument, d'un vocabulaire. Vous avez parlé tantôt de ludifier les exercices. Ah, absolument. Des activités de découverte, de signifiant, les compétences transversales et puis tout ça. Mais il n'y a pas quelque chose de terriblement ésotérique là-dedans? Oui, et je pense que vous pourriez inviter des centaines de profs qui vous diraient tous la même chose. Et en quelque sorte, parmi les collègues, souvent, c'était un peu perçu à la blague, ça. Mais la blague devient réelle. Ah oui, bien sûr. Mais je pense que au moins, et on a un certain avantage pour ça en éducation, c'est qu'une fois que la porte de la classe est fermée, on peut quand même opérer selon un certain mode qu'on désire.
Et bien qu'il y ait eu des tendances lourdes, et un exemple que je donne souvent, ça a été entre autres une espèce de psychose qu'on a eue au Québec en termes d'évaluation. Là, il fallait évaluer avec des cotes les compétences, ce que ça peut bien dire, tout ça, je ne sais pas trop, mais là, c'était la psychose, les cotes, comment tu fais tes cotes, quelle grille d'évaluation utilises-tu pour voir quel niveau est-ce qu'a atteint l'élève. Et là, on venait de complètement évacuer des formes d'évaluation qui, selon moi, sont tout à fait légitimes, de dire, bon, on fait un examen, on met des points, on calcule le nombre de points, on donne le résultat, voilà, c'est réglé. Et là, ça, c'était complètement diabolisé, on ne pouvait pas utiliser ça. On n'en était plus rendu là. Et ce qui est le plus bizarre là-dedans, c'est vraiment cette idée et qui est toujours reçue, et ça m'étonne toujours, avec très peu d'interrogations sur les fondements de ça, qu'on est rendu là. C'est désormais ainsi. Il faut comprendre que les choses ont changé. C'est désormais comme ça qu'on fonctionne. Et c'est ça qui est le plus particulier. Et c'est ça qui me préoccupe le plus, c'est que souvent les enseignants ne remettent pas même en question les fondements des choses qui sont présentées, des éléments théoriques qui leur sont présentés. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Laurent Sanson, est-ce qu'on peut enseigner aujourd'hui sans résister au moins partiellement au ministère? Du moins, comment dire, on finit par le faire malgré nous. Même des gens qui, au départ, vont avoir, plein de bonne volonté d'appliquer les nouveaux, finissent malgré tout par revenir à plusieurs pratiques classiques. Donc, l'école existe malgré tout. L'école dite traditionnelle finit par passer à travers plusieurs pratiques. À la manière de retour du réel, quoi? C'est-à-dire, elle ressurgit parce qu'elle correspond à une réalité qu'on ne peut pas écraser complètement? Oui, voilà. Et, mon collègue parlait là, des grilles. Effectivement, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des grilles, mais là, on est revenu à des points, tout ça. C'est sûr que les enseignants plus expérimentés, qui ont déjà vu neiger, eux, ont vu à plusieurs reprises dans leur carrière les tentatives du ministère de « OK, on va faire ci, on va faire ça ». Alors là, prennent avec un grain de sel ce qui se passe. Les plus jeunes, ils vont avec une plus grande ferveur. Mais au final, certaines, j'allais dire le mot avancé, mais est-ce que c'est ça, restent. Mais au final, l'école demeure, passe à travers les processus de réforme. Il nous reste 2-3 minutes avant la pause. 2 minutes, en fait. Est-ce que vous avez eu donc vous avez eu une formation il y a une quinzaine d'années déjà, on pourrait dire que ça a probablement changé depuis, mais avez-vous eu l'impression d'être bien formé pour enseigner? La formation que vous avez reçue en sciences de l'éducation était conforme à ce qu'il fallait, à ce qu'on aurait dû vous donner pour bien enseigner? La réponse est oui et non. C'est-à-dire que oui, on a beaucoup de cours malgré tout sur le sujet qu'on doit enseigner, mais le focus était déjà mis à l'époque sur la pédagogie. Okay? Et c'est vrai, je pense qu'on doit avoir des trucs là, de gestion de classe, méthode d'enseignement, mais reste qu'aujourd'hui encore, je pense que la crédibilité d'un enseignant, c'est la maîtrise de son sujet et les élèves le sentent. Et c'est ça qui fait qu'un enseignant se sent en confiance ou pas devant une classe et ça se répercute sur sa capacité à faire apprendre aux élèves, à enseigner aux élèves. Donc, en ce sens, ça a changé la culture, entre guillemets, des gens qui veulent devenir profs. Il y a ça aussi. Alors, je pense que oui, d'axer ça sur le sujet, la matière enseignée, c'est souhaitable. Alexandre Dubé, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui arrivent aujourd'hui dans l'enseignement sont, d'une manière ou de l'autre, ont une formation adéquate pour enseigner aussi? Oui, ils ont surtout beaucoup d'illusions. Et ces illusions-là sont assez rapidement brisées. Mon collègue a eu plusieurs stagiaires et je crois qu'on leur enseigne plein de grandes théories, de grands bienfaits de la pédagogie moderne. Mais ils se rendent bien compte qu'au final, c'est pas ça l'important. L'important, c'est, comme le disait mon collègue, la connaissance du sujet, la passion transmise par l'enseignant et toute autre considération, qu'elle soit technologique, ludique ou quoi que ce soit. C'est des belles choses qu'on enseigne à l'université, mais c'est très périphérique, en somme, là, dans le travail d'un enseignant. Et c'est ça que je crois que les nouveaux enseignants se rendent compte très, très, très rapidement dans leur nouvelle fonction. Alors, chers amis, nous allons à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite pour poursuivre cette discussion avec Laurent Sanson et Alexandre Dubé sur le sort de l'éducation aujourd'hui au Québec. Chers amis, nous sommes de retour à la Ville des Idées pour poursuivre cette passionnante discussion avec Laurent Sanson et Alexandre Dubé, deux enseignants au secondaire, l'un en histoire, géographie, éducation financière, l'autre en physique et mathématiques.
autour justement de la situation de l'école aujourd'hui au Québec. Alors, messieurs, j'aurais une question un peu décalé à vous poser, c'est-à-dire vous êtes au premier contact avec la jeune génération, plusieurs spéculent sur les désirs de la jeune génération, vous l'avez devant vous, et vous l'avez un moment où elle commence à se poser la question de son intégration dans la cité, c'est-à-dire 5e secondaire, c'est juste avant le cégep, 5e secondaire, c'est on sait qu'on deviendra citoyen d'une manière ou de l'autre tôt ou tard, 5e secondaire, je devine que les premiers qui sont happés par la politique le sont vers ces âges-là d'une manière ou de l'autre. Alors la question que je vous poserais, c'est nous sommes donc devant des gens qui sont marqués par la société dans laquelle ils vivent, certains modèles sociaux, certains désirs, certaines images du succès, certaines images de la réussite. Quels sont les modèles qui habitent l'esprit des élèves que vous avez devant vous? Que veulent-ils devenir lorsqu'ils savent déjà qu'ils veulent devenir quelque chose? Laurent Sanson. Pour une bonne partie d'entre eux, ils demeurent à vouloir occuper des métiers, disons, traditionnels. Plusieurs veulent devenir policiers, avocats, etc. Mais reste que oui, on a vu l'intégration de nouveaux modèles de vie qu'on ne voyait pas auparavant. On ne se le cachera pas. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de YouTuber. Je sais que ça existe. Ce sont des gens qui font des... Enfin, expliquez-le-moi, ça va être encore plus simple. Oui, moi-même, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, ce sont des gens qui trouvent un créneau et se font des vidéos et placent ça sur YouTube. Et beaucoup de gens vont suivre et visionner les vidéos. Là, ça peut être quelqu'un qui va montrer un garçon des parties de jeux vidéo, une jeune fille qui va se servir bon, elle va se maquiller, bon, tout ça. Là. Et donc, reste que, vraisemblablement, est-ce que c'est vrai ou pas, la légende veut qu'il y en a qui font de l'argent avec ça. Alors, c'est sûr que ça a son attrait, surtout pour des jeunes à cet âge-là, parce qu'il y a l'idée de, voilà, faire de l'argent, c'est bien. Mais bon, j'ai dit ça, là, ça demeure périphérique, mais reste que c'est devenu des images qui sont là. Et est-ce que même ces gens-là n'ont pas remplacé les rockstars d'hier? En partie, il y a quelque chose de ce niveau-là. C'est pas tout le monde des années 80 qui voulait devenir Guns N' Roses, mais c'est pas tout le monde aujourd'hui qui veut devenir YouTuber, mais reste que c'est une figure qui est là et appréciée. Alexandre Dubé? Oui, tout à fait. Puis je rejoins mon collègue au niveau de... L'école, elle a une vocation qui est perçue par plusieurs comme étant très, très utilitariste. Donc, à la fin de leur secondaire, souvent, les élèves sont très, très préoccupés par, justement, qu'est-ce que je ferai plus tard? Quel emploi je vais occuper? Est-ce que je vais faire de l'argent? Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là de leur vie qu'ils commencent à avoir du travail extérieur à l'école. Et ça, c'est quelque chose de peut-être dont on parle très peu, mais qui en vient à relativiser beaucoup ce qu'ils font à l'école. Donc, en ce sens-là, c'est particulier. Donc, c'est sûr qu'à leur âge, ils sont encore jeunes pour peut-être avoir des modèles et d'avoir peut-être une passion qui est nettement déclarée. Et par contre, ce que je trouve qui est parfois paradoxal, c'est qu'on leur met dans la tête, moi je trouve, et je m'emploie souvent à le déconstruire devant eux, l'importance d'avoir une idée fixe sur ce qu'on fera. Et tout ça devrait s'inscrire dans un parcours scolaire qui est très, très bien déterminé à l'avance, qui est unique, donc une voie qui devrait te mener vers l'emploi, qui te rendra heureux et qui te donnera beaucoup d'argent. C'est un peu ce que j'appelle le mythe de l'orientation scolaire. Rendu là, les élèves en 5e secondaire se disent, bon, là, il faut que je choisisse un programme au cégep pour faire en sorte que je sois dans ma branche que j'aimerais plus tard. C'est encore très, très jeune. Et ce que je m'emploie à leur dire, c'est gardez votre esprit ouvert, vivez des expériences. L'orientation scolaire se vit par des expériences, se vit par des rencontres que vous ferez et non pas par un livre que vous lirez sur « je serai un jour policier ou architecte ». Et en ce sens-là, justement, on parlait des modèles. Je pense que c'est quelque chose qu'ils doivent toujours essayer de faire, c'est de sortir justement de l'école pour essayer d'aller voir un peu à l'extérieur qu'est-ce qui les passionne également et d'en arriver éventuellement à faire des choix et s'orienter un peu comme ça là, à travers là, le dédale scolaire, si vous voulez. Et dans quel univers mental avez-vous l'impression qu'ils vivent? Je m'explique. Vivent-ils au Québec avec ces problèmes collectifs? Vivent-ils à l'échelle de l'Amérique, du monde? Et donc, autrement dit, lorsqu'ils se projettent à l'extérieur de la salle de classe à la manière de futurs citoyens, ce qu'ils seront quelquefois dans 1 an ou 2, quel univers habitent-ils mentalement? Il
j'ai envie de dire le monde américanisé. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que oui, ils ont l'idée qu'aujourd'hui, le monde, bon, il n'y a plus de frontières, on en a parlé, tout ça, puis qu'ils peuvent être en contact avec des gens de partout, mais tout ça se passe avec les codes de la culture américaine. Pourquoi? La plupart n'écouteront pas la télé québécoise ou très peu. Bon, l'exemple de la série Fugueuse, oui, il y en a plusieurs qui l'écoutaient, mais sinon, c'est très peu regardé. La présence de Netflix, tout ça, puis les grands moments de la culture américaine. C'est surprenant. Tu sais, exemple, le Super Bowl, OK, est devenu quelque chose, ma foi, de plus important que les séries de la Coupe Stanley. Bon, peut-être pas si les Canadiens étaient là, mais l'idée étant que c'est la musique américaine, la présence du rap est très importante. C'est devenu, et de loin, le style de musique numéro 1 chez les élèves. Puis j'oserais préciser, pas le rap français, là, le rap américain. Alors, c'est sûr que oui, ils vivent là, ce que Régis Debray décrivait dans son dernier livre, là, l'américanisation. Ils sont là-dedans. Mais bon, on est tous là-dedans aussi, là, on comprend. Là. Mais eux, c'est normal, c'est ça la réalité. Et est-ce qu'on trouve encore dans vos classes de jeunes, appelons ça ici, appelons ça du Québec national, pour me pardonner la formule, c'est-à-dire pour qui le Québec demeure l'espace de référence, qui en d'autres temps aurait écouté Paul Piché, aujourd'hui écouterait autre chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore une partie des jeunes qui sont interpellés par la culture nationale d'une manière ou de l'autre dans vos classes? Oui, il y en a. Il n'y en a pas autant qu'avant. Certains diraient qu'ils pourraient même être en minorité là, si on prend un groupe d'élèves en question. Mais oui, effectivement, il y a des gens des jeunes qui sont interpellés par cette chose-là. Mais les grandes questions politiques qui interpellent nos jeunes vont plus se trouver, disons, socialement, l'environnement, les luttes le féminisme. Et comme je disais à la blague, je crois que je vois plus d'élèves se déclarer ouvertement véganes que souverainistes. Alexandre Dubé, j'allais justement vous poser la question des causes qui les interpellent. Longtemps, entrer dans l'espace public au Québec, c'était se poser la question, suis-je souverainiste ou fédéraliste? Et la plupart du temps, les plus jeunes répondaient qu'ils étaient souverainistes. La question par laquelle on entrait dans l'espace public était la question nationale. Autour de quelle question, aujourd'hui, la jeune génération que vous avez devant vous avez même avec Génie en herbe que vous animez, vous avez devant les plus allumés, quelquefois probablement, quelles sont les questions qui les attirent vers la cité d'une manière ou de l'autre? Les questions politiques sont toujours présentes. Je pense que, pour faire simple, si on voulait avoir une idée claire, ce serait d'aller voir sur leur fil Facebook aux élèves et on aurait une réponse. C'est politique, mais c'est surtout à la mesure de l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe dans le monde dans l'instant présent? Et là, on aura, et mon collègue qui enseigne un cours de monde contemporain a souvent des discussions en ce sens avec les élèves, on aura vraiment une idée très, très claire de ce qui se passe dans leur tête. C'est dans le présent, c'est immédiatement. Très, très peu ancré dans l'histoire, très, très peu ancré dans des idées, justement, de s'impliquer pour une cause qui n'est pas autre que morale. Donc, l'environnement, comme il disait, la question nationale, la question politique, certains, si... Ils savent que ça existe, ça fait partie du portrait. Certains. C'est pas majoritaire, je pense, encore une fois. Certains qui sont plus allumés, mais la prévalence de l'engagement, ce n'est un peu plus politique et beaucoup plus faible peut-être là, qu'à une autre époque. Là. C'est sûr, encore là, j'ai une carrière qui est modeste, là, mais on sent très bien que rapidement, il faut que les sujets soient de grande envergure, il faut qu'ils soient mondiaux, il faut qu'ils touchent des acteurs un peu partout sur la planète. Il faut que ça mène à un terme anglais qui a sûrement un équivalent français, à du virtue signaling, oui, bien sûr. À quelque chose qu'on peut... L'exhibitionnisme de la vertu. Exactement, qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux et dire « Ah voilà, moi, la cruauté envers les animaux ». J'avais déjà eu une discussion intéressante avec une élève qui disait « Ah, moi, la cruauté envers les animaux, je tolère pas ça ». Et je dis « Bon, ben, qu'est-ce que tu fais concrètement pour t'engager dans la cause? » Elle m'a dit « Ah, ben là, je suis sur Facebook les groupes qui sont comme ça. » Mais très bien, mais est-ce que tu t'impliques? Est-ce que tu t'impliques à la SPCA? Est-ce que tu donnes de ton temps? Et ça, c'était complètement... c'était étranger. Elle, juste le fait qu'elle s'identifie à cette cause-là, c'était synonyme d'implication pour elle. Et je pense que les élèves aujourd'hui, c'est beaucoup ça. C'est ce qui se passe sur Facebook, qui se passe sur les réseaux sociaux. J'adhère à cette cause, j'adhère à celle-ci, à celle-là, donc je m'implique.
c'est plus complexe que ça. Laurent Sanson, partagez-vous cette analyse? Oui, tout à fait, exactement. Cette notion là, je vais appeler ça signalement de la vertu, bon, oui, ça se voit là, auprès des plus jeunes, mais bon, j'oserais dire des plus vieux aussi, là, des enseignants et autres. Mais tu sais, bon, je comprends, c'est beaucoup dans l'émotion que ça se passe. Hein? Voilà. Bon, on va être pris de pitié pour... Il y a tout le temps l'idée de prendre soin de la victime. Ça vient les chercher. Puis, je comprends qu'il y a du vrai et il y a du bon là-dedans aussi. Là. Je ne veux pas non plus avoir l'air de critiquer ça outrageusement, mais reste que aujourd'hui, le Québec, là, le fait francophone en Amérique du Nord, n'est plus vu comme quelque chose qu'on doit protéger. On est comme bizarrement passé dans, je mets des guillemets, l'autre camp. Alors aujourd'hui, ben c'est... Faut pas s'imposer. La loi 101, exemple, c'est vu comme quelque chose où on s'impose à d'autres gens qui ne veulent pas ça. Là. Alors, je vous déplace sur une question que je m'en serais bien voulu de ne pas aborder avec vous, sur les conditions de l'enseignement aujourd'hui en lien avec le monde parental. Alors, si vous me permettez... j'ai une idée que j'ai déjà lancée d'une manière un peu rapide, mais qui me semblait assez juste, c'est que on a assisté depuis une trentaine d'années à la perte de solidarité du monde adulte. C'est-à-dire, globalement, il y a de cela, je sais pas, 30 ans, 25 ans, tout le moins quand j'étais enfant, si je faisais une erreur à l'école grave, eh bien, mes parents étaient solidaires d'un enseignant qui me le reprochait. Et de ce point de vue, le monde adulte faisait bloc devant les enfants, les élèves, ce qui faisait en sorte qu'il y avait un certain sens de l'autorité. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression, tout le moins c'est ce qu'on entend de mille manières, que le professeur a contre lui souvent non seulement sa direction, mais même plus encore les parents, bien souvent, qui vont prendre pour l'enfant en expliquant que le prof a tort d'une manière ou de l'autre. Est-ce qu'on est dans un tel monde où on a assisté à une forme de fracture de la solidarité du monde adulte, ou est-ce qu'il s'agit ici de phénomènes secondaires auxquels on donne trop d'importance? Alexandre Dubé. Je pense que la réponse est oui, et je reviens à ce que j'ai dit plus tôt en entrevue, c'est que nous sommes dans une école individualisée. Donc, ce n'est plus une école du bien collectif, c'est une école du bien individuel. Et nous sommes dans la logique des droits. Donc, l'élève a le droit à certains services, à certaines choses, et peut-être plus étrangement, a le droit à la réussite. Donc maintenant, on entend beaucoup ça, hein, il faut privilégier la réussite. Un droit à la réussite. Un droit à la réussite. Est-ce que c'est conçu comme tel? La formule existe? Je sais pas si la formule existe, mais c'est l'état d'esprit dominant. Ah, absolument, absolument. Les élèves ont un droit qu'on pourrait quasiment juger inaliénable à la réussite. Et selon moi, c'est ce qui explique le changement, le renversement de façon de penser que les parents ont eu. Évidemment, ce ne sont pas tous les parents, mais peut-être ceux qui voient le plus différemment des enseignants le travail qu'ils ont à faire. Donc, mon élève a le droit de réussir. Le professeur peut être vu par ses interventions qui... théoriquement, devrait toujours être dans le meilleur intérêt de l'élève pour son apprentissage, pour qu'il se développe. Parfois, l'enseignant sera exigeant. Parfois, il va exiger de répéter des choses qui va heurter l'estime de soi. C'est une autre idée forte de notre époque. L'estime de soi de l'élève ne doit être en aucun cas brimée. Et je ne sais pas comment ça peut être possible lorsqu'on enseigne, parce que fondamentalement, on doit amener l'élève ailleurs. On doit l'amener hors de sa zone de confort. C'est l'essence même d'apprendre. Donc, le parent qui est placé devant un enseignant qui, parfois, selon sa propre perception, agit de manière contre l'estime de soi de l'élève, eh bien là, sera jugé par le parent comme étant, bon, ben là, ça marche pas, il faut faire des interventions. Il y a déjà un parent qui m'a dit que je manquais de jugement parce que j'avais expulsé son élève de ma classe parce qu'il avait pas écouté mes consignes, il avait été arrogant après plusieurs avertissements. Donc, rapidement, on remet en cause la légitimité de l'enseignant sous le prétexte qu'on a agi contre l'estime de soi, contre le droit de l'élève. Et au bout du compte, quand on voit une vision plus collective de l'école, si j'expulse un élève de la classe, bien peut-être que c'est bien plate pour cet élève-là, mais c'est pour servir le groupe, c'est pour que la classe, elle, se déroule rondement. Et c'est
cette espèce de dichotomie entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif que les parents ont intériorisé au profit de l'élève qui rend cette situation-là aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible, Laurent Sanson, d'enseigner en sachant que les parents ne sont plus solidaires de l'enseignant, solidaires d'une culture de l'effort, souvent solidaires de quelquefois la part de discipline nécessaire, c'est-à-dire si ton prof t'a puni, c'est probablement parce qu'il avait une bonne raison. C'est possible d'enseigner aujourd'hui en sachant qu'on est sous surveillance d'une manière ou de l'autre par le monde parental? Je vais vous répondre oui, c'est possible, mais je dois avouer que je crois que c'est l'une des causes, l'une des raisons qui explique, comme on a vu récemment, là, la diminution de gens qui s'inscrivent pour devenir enseignants. C'est-à-dire que oui, on se sent plus sous surveillance. Les enseignants sont évalués. C'est aussi un autre dossier, là, mais on est évalué. Et là, oui, bon... Et beaucoup de parents sont très gentils, très corrects, ils supportent tout ça, mais reste que c'est vrai qu'il y en a qui ne le font pas et ça rend ça plus difficile. Et plusieurs de mes collègues trouvent ça très difficile de faire face à des parents dans des réunions de parents ou même au téléphone. Et c'est sûr que ça facilite pas la chose. Ça fait en sorte qu'en classe, on doit choisir nos combats et que oui, lorsqu'on fait des interventions plus musclées, plus difficiles, ben là, on doit s'assurer là, vraiment que ce soit pleinement, comment je dirais, justifié, là, c'est ça, légitime, parce que le moindrement qu'il y a une zone d'ombre, ça peut être exploité pour « Ah, ben finalement, non, on n'aurait pas dû ». Alors, ça rend ça plus difficile, le travail d'enseignant, mais reste que oui, c'est possible, mais là, on doit, comme je disais, choisir des combats, des choses qu'on doit laisser passer, mais focuser sur d'autres pour lesquelles c'est important pour nous. Et bon, malgré tout, l'enseignement se produit, là. Je vous relance sur justement les conditions de l'enseignement. On utilise souvent la formule aujourd'hui, vu de loin, il peut y avoir quelque chose d'un peu étrange. C'est les plans d'intervention qui se multiplient pour les élèves. Donc, en gros, un enseignant peut souvent de moins en moins enseigner parce qu'une part de plus en plus significative de son temps est gobée par ce que vous avez appelé, Alexandre Dubé, l'individualisation de tous les cas. C'est-à-dire, il faut avoir un parcours spécialisé pour un nombre de plus en plus élevé d'élèves, ce qui fait que fondamentalement, vous vous adressez moins à une classe qu'à 30 individus différents qui devraient chacun avoir leur propre dose d'attention singulière, disons-le comme ça. Est-ce que toute cette espèce de, je ne sais pas si le mot paperasse est le bon terme dans les circonstances, mais est-ce que cette surcharge administrative, d'encadrement, avec des classes de plus en plus éclatées par rapport auxquelles que vous devez encadrer avec des spécialistes et ainsi de suite, est-ce que tout ça ne vient pas, d'une certaine manière, non seulement rendre plus difficile l'enseignement, mais rendre quelquefois pénible le travail d'enseignant, tout simplement? Laurent Sanson et ensuite Alexandre Dubé. En tant qu'enseignant, ça me fait plaisir de déployer tous les efforts possibles pour favoriser la réussite de tout le monde. Bon, on se le dit. Mais oui, je crois que vous avez là un autre pilier qui explique les insuccès du recrutement des enseignants. C'est-à-dire que, je vais citer Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui disait l'école pour tous, c'est fini. Aujourd'hui, c'est l'école pour chacun. Ouais, okay? Ouais. Bon, on voit l'idée. Alors, c'est sûr que ça rend ça plus difficile. Ça multiplie. Un enseignant aujourd'hui, disons, pleine tâche, peut avoir facilement 180 quelques élèves. Est-ce réaliste de dire qu'on peut y aller vraiment là, avec des besoins particuliers pour tout le monde? Non, c'est pas le cas parce que c'est pas tout le monde qui a un plan, mais reste que si la tendance se maintient, bientôt, très bientôt, ce sera la majorité. Donc oui, ça rend ça un petit peu plus difficile. Oui. Alexandre Dubé. Au-delà de tout ça, comme mon collègue disait, je pense pas que si ce n'était que de la paperasserie, mais qu'au final, on sentait que cela véritablement travaillait vraiment dans le sens de l'élève et que ça l'aidait absolument. Je pense pas qu'il y ait d'enseignants qui seraient rebutés à faire le travail supplémentaire pour aider ces élèves. Travail supplémentaire qui n'est pas payé en conséquence, si je peux me permettre. Bien sûr. Mais votre charge de travail augmente quand même avec cette... Si vous me permettrez de dire ça à la manière de bête travailleur, mais votre charge de travail augmente alors que le salaire attendu ne correspond pas à la charge de travail qui augmente. Absolument. Mais s'il y a quelque chose qui tient de la vocation dans l'enseignement, elle est là. Je le vois. Bon, là où, tant qu'à moi, le problème se situe, et je m'en voudrais de ne pas mentionner cet ouvrage de sociologue français Stanislas Morel, La médicalisation de l'échec scolaire, où sa conclusion, elle est très claire. Elle est sans aucun appel possible.
la médicalisation de l'échec scolaire, c'est-à-dire l'intervention de plus en plus importante des professions hautes, des spécialistes, qui est malheureusement même très souvent réclamée par même des enseignants, par des instances syndicales, ben ça fait en sorte qu'au final, la légitimité pédagogique de l'enseignant est minée. Et c'est là le problème, c'est que au fur et à mesure qu'on intègre des élèves, qu'on dit avec des problématiques particulières, avec des besoins particuliers, qu'on dit, bon, ces élèves-là ont besoin de services, ils ont besoin de voir un technicien en éducation spécialisée, un orthophoniste, un ci, un ça, on ajoute des gens qui viennent, et comprenez-moi bien, c'est bien de travailler en équipe, mais qui viennent mettre leur regard sur ce qui se passe au niveau de l'apprentissage. Et ça, pour l'enseignant, c'est une perte de légitimité, parce que là, c'est plus lui seul qui est le spécialiste de comment ça se passe dans sa classe, mais là, il peut se faire dire par un intervenant, ben là, attention, là, t'as certains types d'évaluation, attention, c'est peut-être trop long, il faudrait peut-être que tu révises telle chose. Et c'est ça qui est difficile peut-être à accepter pour les profs, c'est d'avoir cette part-là de gens qui interviennent dans son travail, alors qu'il est supposé être lui-même le spécialiste. Le spécialiste de l'apprentissage de sa matière, c'est l'enseignant. Je comprends bien que pour des élèves donnés, on veut y avoir différents services, mais si ces services-là viennent en quelque sorte saper l'autorité, saper la légitimité du prof, ben c'est pas plus productif et ça fait en sorte que les gens se sentent démunis devant la charge que leur impose le travail avec des élèves avec des parcours différents. Alors, il nous reste environ 6-7 minutes. Je m'en voudrais de ne pas vous transformer pour un instant en ministre de l'Éducation potentiel, d'une manière ou de l'autre. Alors, bon, le Québec a connu réforme après réforme après réforme après réforme scolaire, et on a l'impression quelquefois, sans faire de mauvais jeu de mots, que la contre-réforme serait nécessaire. C'est-à-dire ramener, vous l'avez évoqué tantôt, Laurent Sanson, le fait que l'école de toujours, l'école classique, la pédagogie traditionnelle, finisse toujours par ressurgir parce qu'on multiplie les innovations idéologiques et pédagogiques, elles échouent, le réel reprend ses droits. Bon, une espèce de cycle. Imaginons néanmoins que, et d'autant qu'il y a peut-être une attente liée à ça dans la société québécoise aujourd'hui. Imaginons qu'on commence à reconstruire plus globalement, au-delà de votre salle de classe où vous avez encore une réelle souveraineté, imaginons qu'on puisse reconstruire l'école dans un esprit qui soit semblable à votre lecture de ce qu'est l'école, de ce qu'elle devrait être, de votre expérience de l'enseignement. Quelles seraient les grandes réformes qu'il faudrait faire pour être capable de réformer ou peut-être même sauver l'école québécoise? Laurent Sanson. Oui. Tantôt, j'ai parlé de la formation des maîtres. OK, ça me semble être un des points d'ancrage importants. Pourquoi? Parce que ça envoie un message, à savoir, disons, qui désire aller enseigner, bon, le profil et tout ça. Alors, oui, de recentrer ça sur les savoirs, tout ça. Puis, comme je dis, là, rendu dans la classe, là, ça parle aux élèves. Alors, de faire ça à travers le système, je pense que c'est un incontournable. Donc, faire en sorte que quelqu'un qui aurait un bac en histoire, une maîtrise en histoire, fasse une année de pédagogie et puisse enseigner aujourd'hui. Donc, une réforme de la formation des maîtres, qu'on soit plus obligé de passer par le bac en enseignement de l'histoire ou bac en enseignement de l'anglais, langue seconde, et ainsi de suite. Exactement. C'est exactement ce que j'avais en tête. Ça me paraît incontournable. L'autre chose, je dirais, à l'intérieur de l'école, de trouver une façon d'inclure des grandes œuvres et pas seulement en français. Tu sais, bon, les romans et tout ça. Puis l'autre chose aussi, pas uniquement des romans. Des essais. Parce que ça aussi, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais bon, le rapport, disons, succès à l'école, garçons versus filles. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas de ça plusieurs garçons qu'on pourrait raccrocher avec la lecture de certains essais qui peuvent être politiques, tout ça, prenants? Je pense qu'il y a quelque chose là. Je disais à la blague, là, moi, personnellement, ce qui m'a entré dans la lecture, là, c'est des Bob Moran. Ah, ben, je suis comme vous, Jérémy. Bob Moran et Tom Clancy. Voilà, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui, et pourtant, à la bibliothèque de l'école primaire que je fréquentais, là, j'allais tout le temps prendre des Bob Moran. Je suis pas convaincu aujourd'hui que ça soit très disponible. Bon, il y a toute une façon de voir comme ça qui gagnerait quelque chose de culturel à changer dans la... Donc, vous avez tout à fait raison de l'évoquer, ne pas oublier la question des garçons en tant que tels qui ont des besoins spécifiques là-dessus, pour reprendre la formule. Vous dites Bob Moran, je me permets juste de relancer là-dessus pour le plaisir. C'est-à-dire, tout jeune enfant, moi j'ai appris à lire avec l'Atlas, c'est quoi, l'Encyclopédie des armes, et ainsi de suite. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, l'Encyclopédie des armes, plus Bob Moran, plus Tom Clancy, plus la Deuxième Guerre mondiale, on envoie l'enfant chez le psychologue, plutôt que de se réjouir du fait qu'il lise. Exactement. Donc de ce point de vue,
trouver une manière d'ouvrir la culture aussi aux garçons qui n'y accèdent pas de la même manière que les jeunes filles. Tout à fait, avec des lectures qui correspondent plus à leur profil, disons. D'accord. Alexandre Dubé? Ben, moi, il y a une chose sur laquelle je reviens, c'est l'exigence. Je pense qu'on a, justement, par souci de démocratiser l'école, de faire en sorte que tous peuvent y réussir dans une certaine manière, on a fait en sorte d'adapter les méthodes d'enseignement, d'adapter les évaluations, de faire en sorte de démocratiser, toujours en fonction de ce qu'est l'élève et non pas de ce qu'il peut être. Ah ouais. Et c'est ça qui me choque. Parce que c'est de présupposer que l'élève ne peut pas aller plus loin. Et moi, malheureusement, j'ai des exemples qui vont en sens contraire. Je vais vous donner un exemple. Un des cours où j'ai le plus de succès, j'oserais dire, avec mes élèves, c'est un cours en physique où, bon, je leur fais un exposé, je leur parle un peu des mouvements et puis tout ça, des trajectoires de certains objets. Et je finis le cours en les introduisant à la relativité d'Albert Einstein. Donc, une introduction bien simple, on s'entend. Mais je les amène à réfléchir sur des problèmes, le paradoxe des jumeaux, la possibilité, donc, qu'il existe en science, là, la possibilité vérifiée qu'on peut voyager dans le futur. Donc, et ça mon cours, on pourrait dire, là, des observateurs pourraient dire, c'est d'une banalité. Je suis là en avant, c'est moi qui parle. Mais le simple fait de parler d'idées complexes, d'idées abstraites, j'ai souvent, après ces cours-là, des dizaines d'étudiants qui restent et qui me posent des questions et qui veulent en savoir plus. Ils disent, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis, ah oui, mais comment? Ben pourquoi? L'exigence, ça crée le désir d'apprendre. On a eu tort, je pense, de dire le désir d'apprendre doit être modulé en fonction des aptitudes et des intérêts de l'élève. Non. L'élève va s'élever, il va regarder plus haut, c'est là qu'il va apprendre. Et je pense que quand on baisse les exigences, qu'on s'attend à ce que l'élève, on dit on lui en demandera pas trop, hein, on sait pas trop, ben à ce moment-là, c'est là qu'il est démotivé, c'est là qu'il ne cherche plus à être curieux. Pour moi, ça, c'est fondamental. À chaque début d'année, j'ai une présentation de ce que j'appelle les 10 commandements de mon cours. Okay? C'est essentiellement des règles de bienséance, là, comment se comporter, tout ça. Et l'une d'entre elles, ma favorite, vient comme suit, là, c'est « Les gens curieux dominent le monde ». Okay? C'est une invitation aux élèves d'être curieux, d'aimer apprendre. Je leur dis, regardez, là, ceux qui réussissent, ceux qui ont une vie bien remplie, c'est ceux qui vont chercher à apprendre des nouvelles choses constamment. Personnellement, là, la raison pour laquelle je suis dans l'enseignement, c'est que j'aime éveiller le désir de savoir chez les élèves et faire cette chose-là, là, c'est possible encore en 2018 et c'est la plus belle chose en enseignement, c'est ça. Absolument. Alors, messieurs, c'était un immense plaisir de vous avoir aujourd'hui à La Vie des idées. Je me permettrai néanmoins une dernière question, puisque le temps nous le permet, quelques secondes, si je ne me trompe pas. Si vous aviez un jeune devant vous, à lui suggérer une lecture, un livre qui pourrait éveiller justement ce désir de curiosité, un livre qui permet, d'une manière ou de l'autre, ou un film ou une référence culturelle, il nous reste 1 minute pour ça, c'est vraiment un livre que vous suggéreriez pour être capable d'éveiller cette curiosité à laquelle vous faites magnifiquement référence. Laurent Sanson? Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Ah, bien sûr. OK, ça me paraît un incontournable. J'avoue, là, juste un, c'est difficile. J'ai plusieurs livres en tête, mais je vais y aller avec celui-là parce que je pense qu'il a bien vu quelque chose. Je dirais La Route de Cormac McCarthy, si je ne me trompe pas. C'est un... Il y a 2 choses. Celui-là, et je dirais également Captain Fantastic, qui est un film avec Viggo Mortensen, c'est ça, voilà. Et les deux, ce sont des 2 films, un livre et un film sur le lien entre le père et le fils et le père et les enfants. Je pense que ça, c'est important, c'est oublié dans notre société aujourd'hui, de revaloriser l'importance du lien du père. Et ça, c'est pour moi, entre autres avec les jeunes garçons dont on parlait, absolument important. Eh bien, messieurs, c'était un immense plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes 2 professeurs absolument passionnants, je n'en doute pas un seul instant. Je me réjouis à l'idée que vous ayez des élèves qui passent par vos cours. Alors, c'était avec Laurent Sanson et Alexandre Dubé, enseignants au secondaire. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui à La Vie des idées. Merci. Merci à vous.